Il faut que il faut que soyez au courant. J'avais fait l'essentiel du cycle de vidéos pour mes classes de terminale STI, et c'est des vidéos qu'on avait, enfin pardon, c'était des cours qu'on avait commencé à faire en classe avant le confinement. Donc en fait, il y a un premier cycle de vidéos que j'avais déjà enregistré au début du confinement. Et ça concernait donc, si vous voulez, la deuxième moitié du cours. Donc, dans l'ordre, pour compléter, là, à présent, je fais les vidéos, si vous voulez, antérieures, mais donc elles seront numérotées euh, -2, -1, -1 et 0, afin de conserver la numérotation que j'avais mise en place au moment du confinement. Je ne sais pas si c'est clair, hein, mais donc en fait, si vous voulez, là, les vidéos que je fais maintenant, je les tourne après avoir fait toutes celles qui sont déjà en ligne en fait depuis le mois de mars. Voilà. Bon, alors le sujet, la technique s'oppose-t-elle à la nature? C'est un sujet extrêmement classique qui a le mérite, à mon avis, de concentrer pas mal de problématiques à la fois en fait qui concernent le rapport à la nature qui est induit par la technique, et puis deuxièmement aussi la limite de l'action humaine sur la nature et même les limites morales, hein, de l'action humaine sur la nature, c'est-à-dire poser par exemple le problème de savoir si euh, c'est une mauvaise chose que par exemple, je sais pas, on fabrique des OGM ou des organismes génétiquement modifiés qui serait donc étranger à la nature, voire opposé à la nature. Est-ce que ça doit poser un problème moral? Est-ce qu'on ne doit pas toucher à la nature? On doit surtout s'interdire de bouleverser le cycle naturel des choses? Est-ce que dans ce cas-là, on doit aussi, pourquoi pas, interdire l'usage des médicaments ou bien des orthèses qui sont des choses non naturelles, voire contraires à la nature? Bon. Alors, voilà le genre de problématique. Mais avant d'en venir à des questions comme ça qui sont un peu délicates et nuancées, je commencerai en fait tout simplement par, beaucoup plus évident, par constater le péril qu'aujourd'hui l'action humaine fait peser sur la nature, de façon évidente. Alors, il y a un philosophe allemand, Hans Jonas, un philosophe du XXe siècle, enfin d'ailleurs, euh, oui, il est mort dans les années 90. Enfin, j'ai un doute. Bon, enfin, ouais, on peut considérer que c'est un contemporain. Et Hans Jonas a une façon très, très claire de poser le problème en disant que finalement, pendant des siècles, la problématique du rapport des hommes à la nature, c'était une problématique de protection. C'est-à-dire, il fallait que les hommes se protègent contre la nature parce que la nature peut à chaque instant, en fait, détruire les efforts des hommes et ruiner, voilà, la civilisation, n'importe quelle civilisation. On va voir même dans le Grand 1 des exemples en fait de sociétés qui ont été détruites hein, par leur rapport à la nature. Jonas fait remarquer que finalement, ce qui est nouveau dans la situation de l'homme du XXe siècle, c'est qu'il n'a plus à se protéger de la nature, ou disons plus seulement à se protéger de la nature, mais la problématique c'est surtout de protéger la contre l'homme. Et ça, c'est une nouveauté absolue dans l'histoire humaine, hein. Aucune société, finalement, avant le XXe siècle, ne s'est donné comme problématique, tiens, et si on tâchait de protéger la nature pour éviter que l'action humaine ne la détruise, hein. C'est une problématique qui est totalement nouvelle. À ce sujet, je pourrais ajouter un élément de problématisation. Je pourrais ajouter un élément de problématisation, c'est dans quelle mesure, en fait, l'homme est simplement, par exemple dans la crise naturelle, victime de la démesure ou de la puissance de la nature, et dans quelle mesure, en fait, l'homme ne suscite-t-il pas lui-même des catastrophes naturelles? Donc, dans quelle mesure les catastrophes sont-elles vraiment naturelles? Est-ce que c'est la nature qui est une menace pour l'homme, ou est-ce que c'est l'homme qui, par son action, engendre des déséquilibres naturels? La question est une question classique depuis en fait le fameuse controverse autour du tremblement de terre de Lisbonne en 1755, je crois. Hein, vous savez, la ville de Lisbonne, qui est une des villes les plus importantes d'Europe, est détruite par un tremblement de terre en 1755, et les philosophes vont s'affronter sur la question de savoir quelle est la responsabilité, la cause en fait de cette catastrophe. C'est une catastrophe naturelle, une catastrophe théologique ou d'une catastrophe humaine? Théologique, oui, parce que les autorités sur place, les autorités portugaises, les autorités catholiques, décident que
que c'était un châtiment divin, un châtiment envoyé par Dieu pour punir ce siècle corrompu par la mécréance, la libre pensée, et voir quelques juifs qui seraient restés cachés parmi les Lisboètes après la reconquête de 1492. Il y avait effectivement des familles qui continuaient de pratiquer le judaïsme en cachette, qui avaient accepté de se convertir, disons, en façade, mais qui continuaient à pratiquer le judaïsme. Donc les théologiens lisboètes ont déclaré que c'était un châtiment divin. Voltaire, dans son fameux poème intitulé Désastre de Lisbonne, je crois, affirme au contraire que c'est la nature. C'est la nature, c'est pas Dieu qui frappe les hommes. Hein, c'est la position classique d'un déiste. Hein, Dieu est indifférent au sort des hommes. Dieu ne s'occupe pas de châtier les uns, etc. Mais c'est la nature qui est une puissance aveugle qui peut à tout instant détruire la vie humaine. Et c'est pas Dieu qui gouverne la nature. La nature se gouverne par ses propres lois. Rousseau, sur ces entrefaites, a une intervention qui me semble particulièrement pertinente finalement dans le concept, dans le contexte, pardon, non seulement de l'époque, mais aussi bien le contexte qui nous concerne aujourd'hui, en affirmant que les catastrophes naturelles ne sont jamais naturelles et que, en fait, si le tremblement de terre de Lisbonne est aussi désastreux, c'est parce que on a entassé les pauvres dans la région de Lisbonne la plus exposée, on savait parfaitement que le terrain lisboète était favorable au tremblement de terre, mais ça n'a pas empêché, pardon, qu'on entasse les pauvres dans des abris de fortune et finalement la catastrophe a une origine humaine. Les tremblements de terre, il y en a partout. Ils ne sont meurtriers que lorsque on laisse la pauvreté, la misère, etc. euh, gangréner la société et ce qui pousse évidemment les populations à se réfugier dans des abris précaires et les gens se retrouvent victimes effectivement de... Bon, alors on peut se demander si en fait aujourd'hui les catastrophes naturelles que nous découvrons ne sont pas aussi le résultat de l'action humaine. Par exemple, dans le cas d'une épidémie, est-ce que la catastrophe vient en fait d'une nature aveugle qui nous frappe de toutes sortes de maux, ou bien est-ce que en fait, finalement, les effets des causes naturelles ne sont pas amplifiés, démultipliés par les politiques humaines, par les choix, c'est-à-dire par le fait que dans certaines sociétés, on accepte de laisser se développer l'inégalité au point que certaines populations ne peuvent absolument pas se soigner, par exemple. Hein. Je veux dire, pourquoi est-ce que le pays le plus touché par le coronavirus aujourd'hui est également le pays où on a supprimé tous les systèmes, enfin autant que possible, les systèmes de santé, hein. Voilà, il y a une relation directe entre la mortalité et l'état des systèmes de santé. C'est pas du tout la nature cruelle qui frappe aveuglément. Ce sont les causes humaines qui amplifient le résultat euh, des causes naturelles. Voilà. Donc ici, juste une petite parenthèse qui n'était pas prévue spécialement dans le cours, mais qui me semble vraiment coller tout à fait au sujet de la technique enfin, la relation de la technique et de la nature. Vous voyez, en fait, elle est beaucoup plus compliquée que simplement une relation d'un agent A sur un agent B. Hein, et c'est ce que je vais essayer de montrer à travers ce cours. Alors, déjà, pour complexifier ce schéma entre deux agents indépendants A et B, je ferai remarquer que les phénomènes techniques sont d'une certaine façon des phénomènes naturels. Enfin, je veux dire que par là que la technique, ce n'est pas de la magie, c'est-à-dire que c'est pas une façon de surmonter les lois de la nature ou de les mettre à l'écart, de les mettre de côté. Hein, la technique obéit aux lois de la nature, c'est-à-dire qu'un avion qui traverse le ciel ne vole pas moins naturellement que un oiseau. Enfin, même si le mouvement de l'un et le mouvement de l'autre ne sont pas analogues, ne sont pas comparables, finalement l'un et l'autre volent en vertu des mêmes lois de la nature. Hein. Non pas que l'un y obéisse, l'oiseau, alors que l'autre s'en affranchirait. L'avion, non, pas du tout. En fait, l'avion se plie aux lois de la nature pour les utiliser. Bon, ce qui prouve que la technique n'est pas un artefact totalement contraire à la nature, hein, mais la technique, en réalité, a bien besoin de collaborer avec la nature. D'où l'idée que la technique n'a pas par définition vocation à s'opposer à la nature, ni non plus à la détruire. C'est l'idée que je vais beaucoup développer dans la suite du cours à partir du grand 2, du grand 3, enfin vous verrez bien, je sais plus. Euh,
Deuxième remarque, encore pour complexifier cette problématique, la nature, pour sa part, est-elle si naturelle? Je veux dire par là que finalement, si vous observez les choses entre guillemets naturelles dont nous nous nourrissons, eh bien, il n'y en a pas qui existent comme telles dans la nature. C'est-à-dire que ce qu'on considère en fait comme naturel est en grande partie le fruit du travail humain, le produit du travail humain. Cela est évident, notamment pour je vous disais, toutes les ressources dont nous nous alimentons, hein, que ce soit en ce qui concerne c'est peut-être pas tout à fait vrai en ce qui concerne le poisson, hein, qui est un des derniers aliments sauvages en fait hein, que l'on prenne dans la nature, parce que pour le reste, finalement, à peu près tout ce que nous consommons est produit par l'élevage humain, a été modifié par l'élevage humain, qu'il s'agisse des bêtes d'élevage qui, comme telles, n'existent pas dans la nature. Je veux dire, on ne trouve pas de vaches qui vivent comme ça en plein air dans la nature, hein, ni même de chevaux. Le cheval qui est vraiment considéré un peu comme le symbole, bon, c'est naïf, hein, mais le symbole de la liberté, de la vie animale, etc., le Far West. Bon, bon, évidemment, tout ça, non, c'est tout à fait imaginaire. Les chevaux ont été produits à partir en fait d'animaux primitifs qui étaient quand même relativement différents des chevaux que l'on connaît aujourd'hui, hein, et les chevaux américains ont été introduits par l'homme, évidemment. Euh, je voulais ajouter quelque chose. Oui, les légumes qu'on consomme, c'est exactement la même chose. Alors, il y a un film qui est très à cet égard, qui présente qui est très révélateur. C'est le film de Sean Penn qui s'appelle Into the Wild. Alors, bon, c'est un film qui a eu beaucoup de succès quand il est sorti, je sais pas exactement, dans les années 2000, je crois, et qui est un film en fait qui est une méditation sur ce sujet du rapport entre l'homme et la nature, hein. Pas spécialement la technique, enfin disons l'homme en général et la nature. Et dans ce film, donc vous savez, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a votre âge à peu près, mais en fait après avoir terminé le lycée, il décide qu'il ne veut pas du tout suivre le chemin qui est tracé d'avance pour lui, c'est-à-dire aller à la fac et devenir un avocat comme ses parents, réussir matériellement, etc. Non, non, lui, il veut renouer avec un peu une facette du mythe américain, voilà, du contact direct avec la nature. Il prend son sac à dos et il va vivre de plus en plus loin en fait de la société humaine. Bon. Et en fait, c'est une suite de désillusions et de déceptions. Il est toujours obligé d'aller plus loin jusqu'à connaître bon, une sorte d'échec, si vous voulez, final. Et dans ce film, il y a des tas de scènes en fait qui sont très ironiques justement sur ce mythe du contact direct avec la nature. Et notamment, il y a une scène qui est, euh, qui est très drôle, où on voit ce jeune homme donc, qui se promène dans la nature comme ça, et puis tout d'un coup, il est merveilleux, il est ébahi, tout est formidable, etc. Et il s'arrête devant un arbre, il cueille une pomme, comme ça il la mange, la pomme est juteuse, sucrée, délicieuse, et évidemment c'est une pomme telle qu'on n'en trouve jamais dans la nature, c'est-à-dire que les pommes qu'on trouve dans la nature, alors je sais pas si Sean Penn est complètement ironique, ou si juste il ait jamais vu un pommier de sa vie. Un pommier dans la nature ne fait pas de pommes bien rondes, bien vertes, bien juteuses, etc. Il fait des petits machins acides qui ne nourrissent pas. On ne peut pas se nourrir des fruits uniquement de la nature, ou alors vraiment. D'ailleurs, c'est ce qui finit par arriver au héros, hein, et donc bon voilà, mon hypothèse c'est que tout cela est très ironique de la part de Sean Penn, hein, parce que justement ce qu'on considère un peu naïvement comme naturel n'est pas naturel. Ce qu'on considère naïvement comme naturel est le produit de la sélection, de l'élevage, de toutes sortes de modifications, hein, et c'est absolument pas naturel. Voilà. Donc la problématique, si vous voulez, pour ce cours, c'est de savoir donc quel doit être notre rapport avec la nature. Est-ce que nous avons le devoir de la protéger absolument, hein, euh, est-ce que nous avons le devoir de la laisser intacte, de la considérer comme un monument, comme dit Neil Young dans une chanson, hein, voilà, la nature est un temple, on doit la considérer comme un monument. Bon, et est-ce que du coup, il doit nous être interdit euh, moralement, quoi, hein, de la transformer. Nous aurions un devoir moral de la laisser intacte. Voilà, c'est ça la problématique. Bon, vu la façon dont je pose la question, je crois que vous avez peut-être pu deviner déjà comment je vais entreprendre d'y répondre, hein. Voilà, donc c'est la problématique. Je vous laisse sur cela et je vais mettre en ligne
du coup le grand 1.